Bon, bonjour à vous tous. Merci d'être là, très nombreux. On va donc commencer cette académie d'été qui est la, je ne sais plus combien, 4e, je crois, dans le froid du mois d'août. Cette année, comme l'année dernière, nous avons beaucoup d'interventions. Nous avons cherché à réduire ces interventions dans le temps avec un système que nous avons mis au point avec Paul-Émile qui est ici. C'était une suggestion en fait l'an passé de Victor Petit de mettre en ligne un certain nombre de textes et d'avoir des interventions un peu moins longues pour pouvoir avoir plus de temps de discussion. Alors, je remercie les intervenants d'essayer de se plier à cette règle que je ne vais pas m'appliquer à moi-même, comme toujours. Voilà, pour qu'on essaye d'avoir suffisamment de temps de discussion. Je rappelle par ailleurs que le principe de l'académie qui évolue en réalité dans le temps, hein, mais la première année, quand nous avons commencé cette académie, je crois que la première journée, il y avait 20 participants. Là, nous sommes 90 au moins. En principe, pour suivre l'académie d'été, il faut avoir au moins regardé le cours de l'année passée. Voilà. C'est ce qui est présupposé dans les interventions de toutes les personnes présentes. Si ce n'est pas le cas pour vous, ben, faites comme vous pouvez, mais faites comme quelqu'un que je connais, dont j'arrive plus à retrouver le nom, tout à coup, qui est un grand compositeur français, enfin grec plus exactement, qui m'expliquait comment il est devenu musicien. Il était... Pardon ? Non, pas Xenakis. Un peu moins connu que Xenakis. Il était venu à Paris pour faire de la peinture. Il était peintre et architecte, en fait. Et puis, il venait d'arriver à Paris, il ne parlait pas français. Il est allé au théâtre, il a écouté une pièce en français à laquelle il ne comprenait rien, mais dans laquelle il a entendu des tas de choses. Et puis, finalement, il a transformé tout ça. Il est devenu un musicien qui a construit tout son programme musical sur finalement un rapport musical à la parole, à laquelle on ne comprend rien. Voilà. Bon, si vous n'avez pas suivi le cours, vous pourrez peut-être aussi en trouver la musique. Voilà. L'autre chose que je dois vous dire, c'est qu'au départ, c'est toujours le cas, hein, les 2 premières journées de l'académie sont consacrées à des interventions de celles et ceux qui ont suivi le séminaire. Voilà. Et ensuite, le 3e jour, nous traitons toujours une question. D'abord, nous invitons des intervenants qui n'ont pas participé ni au cours ni au séminaire. Malheureusement, Jean-Louis Comolli, qui devait venir cette année, a un problème familial qui fait qu'il ne peut pas être avec nous. On travaillera quand même, en tout cas moi je m'appuierai sur ses travaux. Et puis il y aura un certain nombre d'autres intervenants. Aujourd'hui, moi-même, là maintenant, je vais faire la dernière séance du séminaire. Donc, là aussi, si vous n'avez pas suivi les séances précédentes, il va falloir vous accrocher au bastingage, mais certainement vous arriverez à en tirer, j'espère, quand même quelque chose. Dernière séance d'un séminaire qui était consacrée, je le rappelle très rapidement, à la question d'une nouvelle critique de l'anthropologie. J'avais construit cette expression sur le modèle de nouvelle critique de l'économie politique, tout en disant que faire une nouvelle critique de l'anthropologie n'était pas forcément évident, parce qu'il faudrait d'abord qu'il y a eu une critique de l'anthropologie. Et je ne suis pas sûr vraiment que cette critique ait eu lieu. Il y a eu une critique de l'anthropocentrisme ou de l'anthropologie philosophique chez Michel Foucault, par exemple, mais une critique de l'anthropologie en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'ethnographie, ethnologie et ses développements anthropologiques et sociologiques divers, je ne suis pas sûr que ce travail ait été fait. Bon. J'ai néanmoins appelé ça une nouvelle critique de l'anthropologie parce qu'il y a l'idée de la nouvelle critique derrière, voilà, et d'un nouveau rapport à la critique, d'une nouvelle façon de critiquer. Donc les 6 premières séances
Les enfants, il fait froid dans cette salle, alors si vous n'êtes pas bien couvert, il faut vous couvrir. Les 6 premières séances se sont déroulées d'abord la première dans une sorte de, pas dire un dialogue, mais mise en écho, disons, de certaines propositions de Peter Sloterdijk sur ce qu'il appelle l'anthropotechnique. Et puis l'essentiel du séminaire a été consacré à la lecture et à l'interprétation critique du livre de Maurice de Godelier, Les Métamorphoses de la parenté. Je dis une lecture et une interprétation de Métamorphoses de la parenté. Pourquoi Métamorphose de la parenté? On aurait pu lancer un programme comme celui-là sur une autre base que ce livre de Godelier sur la parenté. D'abord, ce livre de Godelier sur la parenté est très intéressant parce qu'il fait une sorte de bilan critique de Lévi-Strauss. Godelier fut son assistant pendant un certain temps. Et Lévi-Strauss, c'est évidemment pas n'importe qui. C'est le grand anthropologue français de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est sûr. Mais d'autre part, et c'est la raison en fait pour laquelle c'est ce séminaire, sous ce titre que j'ai proposé ce séminaire et sur cette thématique-là, d'autre part, Maurice Godelier écrit Les Métamorphoses de la parenté en concluant son livre sur les nouvelles formes de parenté, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. C'est parce que, à la fin de l'année 2013, un grand débat en France, un débat ou un non-débat, un déballage de grandes bêtises aussi, se produisait autour de la question du mariage homosexuel, mais surtout de l'homoparentalité, et au-delà de la parentalité, mais également la procréation médicalement assistée, et finalement la gestation pour autrui. C'est parce que je pensais qu'il était très important d'essayer de voir clair dans ces questions que j'avais proposé de travailler sur ce livre de Godelier, avec une idée a priori, parce que je n'avais pas encore lu le livre au moment où j'ai lancé cette idée, qui était que peut-être l'anthropologie, à travers Godelier, ne prenait pas suffisamment en compte le caractère technologique du problème, et pas simplement sociétal, comme on dit, ou anthropologique au sens courant du terme, ou juridique, ou affectif. C'est ce qui, évidemment, c'est très largement confirmé dans la lecture du livre et puis ensuite dans les analyses que j'en ai proposées. Alors, voilà, je voulais vous dire cela. Comme vous avez certainement entendu dans la presse ou à la radio, depuis, s'est passé quelque chose d'un peu horrifique entre la Thaïlande et l'Australie, avec une femme thaïlandaise qui a loué son ventre pour accueillir un fœtus d'un couple australien qui a donné finalement 2 fœtus, des jumeaux, dont un était trisomique. Et comme vous avez entendu dire, les Australiens ont pris l'enfant non trisomique et ils ont abandonné l'autre à la mère thaïlandaise. Voilà. Ce qui a fait par ailleurs toute une histoire dont je n'ai pas suivi d'ailleurs la suite, puisqu'il y a un mouvement planétaire qui s'est constitué pour donner de l'argent, pour pouvoir élever cet enfant trisomique, etc. C'était assez extraordinaire tout cela d'ailleurs, mais je n'en sais pas plus que ça parce que je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup la presse cet été. À cette occasion, un article a été publié. Alors d'abord, avant cela, Lionel Jospin et une série de personnes, dont Sylviana Gazinski, une philosophe qui est son épouse, avaient lancé un appel, plus exactement, avait écrit une lettre ouverte au président de la République française, François Hollande, en lui demandant de ne pas céder à la pression externe sur l'obligation de reconnaître les enfants nés en gestation pour autrui à l'étranger, etc. etc. Donc l'affaire en Thaïlande a eu lieu, et puis Godelier s'est exprimé. Godelier s'est exprimé cet été en soutenant, en défendant cette forme, ce qu'il appelle nouvelle forme de parenté, et récidive, voilà, si je puis dire. Quand je dis récidive, c'est que je considère qu'il y a une faute grave dans ces analyses et un déni de réalité et une erreur politique tout à fait effrayante de la part, en plus, d'un des meilleurs élèves de Louis Althusser.
La dernière séance que j'ai donnée, début juillet, je l'ai consacrée dans le dernier quart de mon intervention au commentaire d'un article qui a été publié en 1979 par Jean-Pierre Digard, que peut-être nous accueillerons ici l'année prochaine, Inch'Allah, qui, Jean-Pierre Digard, maintenant est un monsieur qui a 72 ans, je crois, qui est un anthropologue très intéressant. Il s'est intéressé à l'anthropologie du cheval. Tiens, l'anthropologie du cheval. L'anthropologie du cavalier et l'anthropologisation du cheval que montre le cavalier, voilà, avec toutes les techniques qui vont avec. Il s'est intéressé parce que, vous le savez peut-être, j'en ai parlé moi-même ici, un des déclencheurs de la grande histoire et de la théorie des techniques, c'est le commandant de cavalerie Lefebvre des Noëttes, qui a fait une thèse d'histoire dans laquelle il soutenait que la disparition de l'esclavage n'était pas liée au génie des Lumières et à la Révolution française, mais à l'invention de l'attelage et du sellage du cheval. Et que donc la technique était un facteur totalement sous-évalué dans l'histoire humaine et qu'il fallait le réévaluer. Jean-Pierre Digard, qui lui n'est pas historien mais anthropologue, a fait un travail énorme sur ces questions, mais par ailleurs c'est un théoricien. Et donc dans la revue L'Homme, en 1979, il a publié un article où il se demande pourquoi l'anthropologie ne prend pas en compte la technique. Et pourquoi ce sont les historiens, finalement, qui la prennent en compte. Et je ne vais pas vous refaire le commentaire de cet article que j'ai déjà commenté, vous pourrez le voir en ligne si ça vous intéresse. Mais si je le dis, et j'y reviendrai mercredi matin lorsque nous parlerons du rêve, c'est parce qu'il termine son article en disant « il y a quelqu'un qui a pensé ça ». C'est Maurice Godelier. Et il montre comment Maurice Godelier a posé ses problèmes en faisant une interprétation évidemment de Karl Marx, notamment du Capital. Et ça se termine sur la question du travail et de la technique et sur la fameuse allégorie de l'abeille et de l'architecte de Marx. Marx qui dit, bon, l'abeille travaille et tout ça, mais est-ce qu'elle travaille vraiment ? Seul l'architecte imagine avant ce qu'il va construire, etc., etc. Ce qui nous amène à la question du rêve. Question du rêve qui est aussi le rêve d'avoir un enfant d'un couple hétérosexuel ou homosexuel. Le désir d'enfant, c'est un rêve d'enfant. Ce qui nous ramène donc à la question du désir. Et nous reviendrons à ces questions-là mercredi. Enfin, moi, en tout cas, j'y reviendrai mercredi. La question du rêve, elle est instanciée pour moi dans l'anthropologie comme question de la fiction. On apparente en général le rêve et la fiction, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais peut-être que toute fiction est toujours une sorte de rêve quand même. Tout rêve n'est pas forcément une fiction. Pensez au rêve de d'Alembert, bon, j'en reparlerai peut-être mercredi. Mais quoi qu'il en soit, en anthropologie, la fiction, c'est la fiction liée à l'adoption. Comment est-ce que, né d'un grand-père allemand, moi par exemple, je peux devenir celui qui considère que ses ancêtres, ses aïeux, sont des Gaulois ou des révolutionnaires français, alors que mes ancêtres combattaient les révolutionnaires, enfin combattaient, j'en sais rien, mais ils étaient de l'autre côté du Rhin. Voilà. Ça, c'est quelque chose que Immanuel Wallerstein et Étienne Balibar ont essayé de théoriser comme étant ce qu'ils ont appelé l'ethnicité fictive et la nécessité d'une fiction pour pouvoir se transindividuer. Le premier à avoir posé ce problème, c'est bien avant Balibar, André Leroi-Gourhan, en essayant de comprendre comment les innombrables tribus de l'Asie et de l'Extrême-Orient ont finalement pu produire quelque chose comme l'Empire chinois, la Chine impériale. Et comment s'est produit finalement l'adoption d'un passé mythologique, fictionnel, onirique, pour être capable de projeter un avenir commun. La question de la fiction, c'est aussi la question de l'adoption de l'enfant. Lorsque lorsque Joseph dit bon, finalement, je l'adopte, ce petit garçon qui n'est pas de moi, c'est une fiction. Cette fiction s'appelle le christianisme et aussi l'amour de Dieu, c'est-à-dire d'autrui. Autrement dit, la question de la fiction est une question absolument fondamentale. Elle est liée, selon moi, à la question de la technique, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans les premières séances. Et aujourd'hui, elle fait l'objet d'une industrie du rêve, qui est aussi le storytelling, le marketing, etc., etc.
Je vous annonce en vous disant cela que l'année prochaine, je ferai mon séminaire sur la religion et le rapport entre religion et marketing. Qui dit rêve et réalisation de rêve, dit réalisation organologique de ces rêves. Je veux dire par là que le point dont je pars pour le thème de cette académie, rêve, cinéma, cerveau, c'est le point de départ de Marc Azéma dans son interprétation des peintures rupestres de Chauvet, des 250 grottes qu'il a étudiées, et où donc il étudie les premières très grandes peintures du Paléolithique supérieur, où il pose que finalement ce sont des rêves réalisés, c'est-à-dire des rêves projetés, des rêves qui nous font encore rêver, si je puis dire, hein, et qui s'inscrivent d'ailleurs dans notre manière de rêver même. Cette question du rêve que Azéma pose au départ de son analyse de la peinture du Paléolithique supérieur, ouvre pour moi la question technique. Je l'ai dit plusieurs fois, j'avais commencé à en parler dans le cours et non pas dans le séminaire. Vous savez bien, par exemple, que les rêves de vol de Léonard de Vinci, et les rêves de vol, ça on en parle beaucoup, hein, Freud en parle beaucoup, des rêves de voler, sont devenus, avec Clément Ader, des avions. On peut imaginer, on peut voir toute l'histoire de l'hominisation comme le fait que les rêves se réalisent. La question pour nous étant que ces réalisations de rêves peuvent devenir des cauchemars. Je crois que c'est comme ça qu'il faut relire aujourd'hui l'idéologie allemande de Marx et Engels, qui décrivent une production organique et organologique des moyens de production par un être qui n'en a pas suffisamment, et comment tout ça aboutit à une lutte des classes qui peut tourner au cauchemar pour le prolétariat. Derrière cela, il y a une autre question qui est beaucoup plus constante dans cette école, pharmacone, qui est le fait que ces réalisations organologiques de rêve, qui par exemple peuvent être, je vous disais tout à l'heure, le rêve de D'Alembert qui est un rêve que Diderot a fait. Diderot a rêvé que D'Alembert rêvait que. Hein, c'est ça la réalité. Et ça c'est un livre. Et ce livre est un grand livre de la philosophie du XVIIIe siècle. Eh bien ça constitue ce que nous appelons ici des rétentions tertiaires, mais aussi et plus généralement des fétiches ou des objets transitionnels. Donc c'est ce qui supporte des processus de revenance. Nous sommes hantés par les rêves de nos aïeux. Et c'est bien pour ça que Clément Ader, d'ailleurs, peut réaliser le rêve de Léonard. Je ne dis pas que c'est en relation directe avec Léonard, mais je veux dire par là qu'il y a un rêve collectif qui s'écrit, qui se transmet et qui constitue finalement ce qu'on pourrait appeler une culture, mais peut-être aussi un inconscient. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un inconscient collectif, comme Freud l'a dit, mais l'inconscient est collectif. Il n'y a pas besoin de parler d'inconscient collectif. Bon, l'inconscient est collectif. C'est Freud qui a dit ça. C'est ce qu'a rappelé Paul-Laurent Assoun. Quoi qu'il en soit, venons-en maintenant à la lecture de la fin du livre de Maurice Godelier, qui pose en 2004 des questions, pardonnez-moi, très intéressantes autour de la question de la parentalité, dans une contestation finalement de la théorie des systèmes de parenté de Lévi-Strauss, et outre ce qu'il dit de ce qu'il appelle le corps ventriloque, vraiment, ça ce sont des passages vraiment intéressants, il pose dans ce texte-là, donc 573, où il fait une réinterprétation de la prohibition de l'inceste, qui est une relecture et de Lévi-Strauss et de Sigmund Freud, il pose contre Lévi-Strauss, mais aussi contre, d'une certaine manière, Marcel Mauss, le fameux essai sur le don de Mauss, il pose qu'il y a du don sans retour possible. Vous savez que Marcel Mauss, dans l'essai sur le don, avait posé que la société humaine était fondée sur des échanges, et que ces échanges, en particulier dans les chefferies indiennes auxquelles il se référait, reposaient sur le don et le contre-don. C'est la fameuse théorie du potlatch,
dont Georges Bataille va sortir toute son économie générale dans la part maudite, etc., etc. Avec beaucoup de courage, Maurice Godelier fait l'hypothèse qu'il y a du don sans retour. C'est-à-dire qu'on peut donner sans qu'il y ait échange. Et qu'il faut se situer en deçà de la question de l'échange, peut-être pour penser l'essentiel. Alors je dirais, bon, vous voyez là, il dit transmettre ces données sans retour. Et il met entre parenthèses, sauf la reconnaissance des descendants vis-à-vis de leurs ascendants, des nouvelles générations vis-à-vis des anciennes. Alors ça m'intéresse beaucoup. Parce que cette reconnaissance, c'est ce qui constitue, selon moi, ce que les Grecs appelaient le kléos. Ce qu'on traduirait aujourd'hui par la réputation, avec les technologies de la réputation que fabrique le social networking. Mais j'avais essayé de montrer, alors ça depuis 4 ans dans l'Académie d'été, que la question du kléos des Grecs, de la reconnaissance des ascendants par les descendants, c'est en fait l'enjeu du mythe de Perséphone et de la question de l'Hadès qui est posée dans le Ménon de Platon. À savoir que Perséphone fait revenir les héros dans la mémoire des vivants, et que c'est ça qui constitue le kléos, selon moi, et ce qui est à base, je crois, de ce que Platon va appeler l'anamnésis. Je crois que ce que dit ici Godelier sur ce don sans retour parle de cela. Et il parle de ce qu'il appelle une obligation de garder. Au-delà de l'échange et du don, la société humaine ne repose pas seulement sur le don et l'échange, mais aussi sur le refus de donner et sur l'obligation de garder. Je vous donne un exemple. Il y a en France ce qu'on appelle des trésors nationaux, mais ça existe maintenant dans toutes les sociétés. Vous ne pouvez pas les sortir de France, c'est interdit. Même si vous êtes Bill Gates, que vous dites, allez, je vous achète votre machin, 50 milliards de dollars, c'est interdit, la loi ne le permet pas. Voilà une obligation de garder. Si vous allez dans une bibliothèque, vous ne pouvez pas piquer le livre, vous ne pouvez pas l'emporter. Les conservateurs de la bibliothèque sont là pour garder les rétentions tertiaires, livresques. Tout ça, pour moi, derrière ce que dit Godelier, c'est la question de la rétention tertiaire qui se tient. C'est sur la base de cette affirmation d'une nécessité de garder et d'un don sans retour, c'est-à-dire sans échange, que finalement Maurice Godelier propose un nouveau scénario anthropologique. Car finalement, il ne manque pas de courage. Il dit on va proposer un autre scénario que celui qui repose sur Marcel Mauss, Lévi-Strauss. C'est carrément les géants qui le remet en question. Ce dont il s'agit surtout de contester la pensée, c'est la pensée de la parenté par Claude Lévi-Strauss. Et pour cet autre scénario, qu'il va donc maintenant développer dans son chapitre 12, Godelier revient sur le terrain de Leroi-Gourhan, en s'intéressant tout à coup, mais très brièvement, à ce qu'on appelle la conquête de la station debout, ou encore la bipédie. Mais comme nous l'avions déjà vu dans la 3e ou la 4e séance du séminaire, là, comme d'habitude, là où il parle du point de départ lointain qui semble avoir été le développement de la bipédie comme mode normal de locomotion et avec elle la libération de la main, eh bien, comme d'habitude, il ne met pas de guillemets au mot « libération de la main », qui est une phrase de Leroi-Gourhan. Il ne cite même pas Leroi-Gourhan, et c'est un scandale scientifique. C'est une honte. C'est une honte de développer une théorie sans citer ses sources. Et cette théorie, c'est André Leroi-Gourhan qui l'a formée. Comment se fait-il que Godelier ne cite pas André Leroi-Gourhan? Ce n'est pas une malhonnêteté du tout. C'est un refoulement. Et ce grand refoulement, dont j'ai parlé d'ailleurs avec Jean-Paul Demoule, qui connaît très bien Godelier. Jean-Paul Demoule, c'était le directeur de l'Institut national d'archéologie préventive, donc c'est un archéologue très important. Il m'a dit, ah mais oui, c'est vrai, il ne cite pas Leroi-Gourhan. Mais Jean-Paul lui-même ne s'en était même pas rendu compte parce qu'il y a un refoulement collectif.
par rapport à leur roi gourand. C'est ce que disait Jean-Pierre Digard, d'ailleurs, dans le texte que nous avons commenté. Tout le monde sait, parmi les anthropologues, absolument tout le monde sait que l'expression « libération de la main » vient d'André Leroi-Gourhan. C'est le premier tome du Geste et de la parole, autour de la page 150. Mais Godelier n'en sait rien lui-même, à moins qu'il ne l'ait refoulé. Comme Claude Lévi-Strauss. On avait vu pendant le séminaire que Lévi-Strauss lui-même citait Leroi-Gourhan, enfin disait ce que dit Leroi-Gourhan, mais sans le citer. Quoi qu'il en soit, Godelier tente ici de spécifier ce qui se produit entre les grands singes et l'homme. Qu'est-ce qui se passe entre les grands singes il y a une dizaine ou 5 millions d'années, et puis finalement ce qui va produire l'hominisation il y a 4, 3 ou 2 millions d'années. Il cherche à faire cela, Godelier, pour voir comment se transforment les liens de filiation, si on peut dire, disons, d'attachement, comme dit John Bowlby, entre la mère et ses petits, chez les grands singes, et la filiation, c'est-à-dire l'affection filiale qui apparaît chez les hommes. C'est ça qu'il essaye de comprendre. Il le fait en citant les grands singes et la conquête de la station debout, mais sans jamais s'intéresser au rôle des outils, ni à l'évolution des organes en général. Et il se penche sur la question de l'élevage des petits et de l'éducation des enfants, en soulignant, comme on le fait toujours, comme l'a fait Jacques Lacan, la longue durée de l'éducation des enfants humains, entre 12 et 14 ans, par rapport au chimpanzé, qui lui-même est très très longuement éduqué, jusqu'à 10 ans. Un chimpanzé peut rester éduqué par sa mère pendant 10 ans, ce qui est énorme. Dans l'animalité, c'est extrêmement exceptionnel. Mais c'est beaucoup moins, c'est moins, disons, que le cas du petit homme. Cela étant, ce dont Godelier ne dit pas un mot, et il devrait le faire, parce que la littérature scientifique à cette époque-là, en 2004, existe déjà sur ces sujets, c'est que l'éducation, comme nous l'avons vu l'année dernière dans le séminaire et l'année d'avant, c'est l'intériorisation cérébrale des rétentions tertiaires. Éduquer un enfant, c'est lui faire rentrer dans le crâne, comme dit ma mère, à bons coups de trique et de coups de pied dans le cul, comme disait pas mon père, parce qu'il était très gentil, mon papa, il l'est toujours d'ailleurs, mais parfois c'est ce qu'on dit, de faire rentrer dans le crâne quelque chose. Aujourd'hui, ce sont des sujets qu'étudie Marianne Wolf en neurologie, ou en neuropsychologie. Elle essaye de voir comment des circuits synaptiques, pour le dire de manière un peu plus précise, sont constitués et comment ces circuits synaptiques sont des intériorisations de rétention tertiaire dans mon langage, dans le langage de Marianne Wolf, de l'écriture par exemple. J'ai essayé de montrer moi-même en appuyant sur Marianne Wolf, l'an passé dans le séminaire, que l'intériorisation des rétentions tertiaires par l'éducation, c'est à travers les rétentions tertiaires l'intériorisation des rapports sociaux, qui se concrétisent comme des rapports entre les corps, et à travers les corps, entre les cerveaux, qui sont des parties du corps, et à travers les cerveaux, entre les rêves, c'est-à-dire entre des fantasmes, qui se réalisent à travers des organes artificiels, avec lesquels ces corps réalisent leurs rêves, qui peuvent revêtir toutes sortes de formes, supportées par toutes sortes de matières, et dont le fétiche, comme le pense Sigmund Freud, juste après sa compréhension du sens de l'hystérie, est le modèle. Le fétiche qui hante toute la pensée de Freud. Et le fétiche qui est pensé par l'anthropologie, toujours en relation directe avec le totem. C'est pourquoi l'année prochaine, lorsque nous étudierons la religion, nous étudierons aussi le texte de Durkheim consacré au totémisme. Le fétiche, c'est lui-même un objet social très complexe dans les sociétés de ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples premiers, qui engendre une activité, ah mais il est tout petit, une activité de, je suis désolé, ça doit être illisible, j'ai oublié d'agrandir l'image, une activité de transindividuation. Voilà, là vous avez une analyse du fétiche comme support d'agentivité dans les sociétés traditionnelles. Quoi qu'il en soit, à ce stade de son analyse, Maurice Godelier, revenons-y, signale des cas d'homosexualité chez les grands singes, non seulement chez les chimpanzés et les gorilles, mais même chez les macaques. Et face à ces cas, il se demande, mais comment on explique l'homosexualité des grands singes face à la théorie de la sélection naturelle? Ça, c'est intéressant comme question.
Comment se fait-il que des grands singes puissent copuler entre hommes ou entre femmes, si je puis dire, c'est-à-dire dans un sens qui n'est pas au service de la différenciation darwinienne des espèces? C'est très intéressant. Moi, j'ai une hypothèse. C'est que ces grands singes, ils commencent à avoir des outils. Et que je pense, vous le savez, je l'ai dit pour ceux qui ont suivi le séminaire, je pense que la transformation de l'instinct en pulsion est liée à l'amovibilité des outils, c'est-à-dire au fait que les instincts peuvent se mettre à migrer vers des objets fétichistes, des objets partiels, etc., et finalement se désinstinctualiser, c'est-à-dire se désautomatiser, pour devenir des investissements pulsionnels transformables en désir. C'est ça que j'essaye de penser ici, en réalité, avec Godelier. Quoi qu'il en soit, dans un retournement tout à fait foucaldien, tout à coup, Godelier prend une position très intéressante. Il dit que les forces qui limitent l'inceste, puisque c'est de ça dont nous parlons depuis 3 séances du séminaire, ce que donc Lévi-Strauss, après Freud, appelait la prohibition de l'inceste, eh bien ces forces qui limitent l'inceste, Godelier dit, en réalité, bien plus qu'elles n'interdisent, elles obligent. Elles produisent une obligation. Et ça, c'est ce que dit Michel Foucault sur le rapport à la loi. Michel Foucault, à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, dit qu'il faut arrêter de penser les liens comme des liens d'interdiction et beaucoup plus les penser comme des liens d'obligation. Et c'est ça qui va le conduire au problème de la gouvernementalité et au biopouvoir. Quant à nous, nous penserions plutôt, quand je dis nous, je parle dans le séminaire, de ceux qui fréquentent le séminaire, nous penserions plutôt peut-être que l'interdit est ce qui apparaît avec le pharmacone. L'interdit et l'obligation, c'est ce qui est provoqué par le pharmacone. S'il faut de l'interdit, c'est parce qu'il y a de la possibilité nouvelle qui est rendue possible, qui est ouverte. Il est interdit de rouler à plus de 130 km/h parce qu'il est possible de rouler à plus de 130 km/h. Il est interdit de se shooter avec de l'héroïne parce qu'il est possible de se shooter avec de l'héroïne. S'il n'y a pas d'héroïne et pas d'automobile, tous ces interdits n'ont pas de sens. Je crois qu'il est possible d'interdire l'inceste parce que l'inceste devient possible et que cette possibilité est liée, là aussi, à une pharmacologie. C'est le pharmacone qui interdit et c'est aussi lui qui oblige. Vous êtes obligé de passer le permis de conduire pour conduire une automobile, pour apprendre à ne pas dépasser 130 km/h, etc., etc. Si Godelier insiste tant sur l'obligation sans interdiction, et la question de l'interdit, vous le savez bien, j'en reparlerai mercredi dans le rêve, c'est une question fondamentale de la fin du XXe siècle. Suspendre les interdictions. Il est interdit d'interdire, vous connaissez cet énoncé-là. Si Godelier insiste tant sur l'obligation sans interdiction, c'est encore contre Lévi-Strauss, qui fait de l'interdit la base de la société. Mais cependant, Godelier le montre très bien, Lévi-Strauss, entre 1947 ou 1949, je ne me souviens plus, qui est le premier texte sur les systèmes de parenté, et une série de textes qu'analyse Godelier, donc il en analyse une bonne dizaine, va relativiser son point de vue sur l'interdit. Ici, par exemple. Et Godelier note que les grands singes dont on parle utilisent des outils rudimentaires. Dans ces commentaires, là, il commente des choses qui sont aussi des commentaires de Lévi-Strauss, qui lui-même commence à s'intéresser à l'éthologie, aux grands singes, à la neurologie, etc. J'avais vu avec vous ça, là aussi dans les séances précédentes, j'avais essayé de vous montrer que finalement il devient neurocentrique un petit peu, Lévi-Strauss, à un moment donné, il dit finalement tout se passe dans le cerveau, vous allez voir que Godelier dit un peu la même chose. Donc Godelier, en passant là, dit que les grands singes dont on parle utilisent des outils rudimentaires, mais il n'y accorde pas plus d'attention que ça, il dit ça en passant. En revanche, il note, et c'est cela qui m'intéresse, que il n'y a pas d'échange chez les primates. Cependant que chez les humains, Godelier ne prête pas attention au fait qu'il y a des échanges organologiques. Et ça, c'est absolument capital. Précisément, par exemple, quand Lévi-Strauss parle des relations exogames,
il montre qu'une tribu indienne peut échanger des poteries contre des femmes ou des enfants, etc. Que ces échanges, qui sont des échanges à la fois génétiques, puisque ce sont des brassages génétiques à travers les échanges de femmes et d'enfants, et ces échanges matériels sont indissociables. On échange des poteries, des armes, des tentes, du maïs, etc. Cette question de l'échange-là est basée sur la possibilité de ce que le roi Gourand appelle l'amovibilité des organes techniques. Et je soutenu, moi, que cette amovibilité est la condition de l'amovibilité des instincts qui, du coup, deviennent des pulsions, comme je le rappelais tout à l'heure. Ici, il faudrait, et on le fera l'an prochain, analyser la théorie de la division du travail par Émile Durkheim. Parce que Durkheim a écrit un texte extrêmement important que d'ailleurs Franck Cormeret cite très souvent dans Ars Industrialis, qui s'appelle la division du travail social, la division sociale du travail, qui, à mon avis, prépare les questions que Mauss et le roi Gourand vont se poser autour de cette question des techniques du corps et finalement du rôle des techniques dans les sociétés humaines. Mais ça, Godelier fait totalement l'impasse dessus, en 2004, plus de 100 ans après le bouquin de Durkheim. Et il en vient à la question du propre de l'homme, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, oser utiliser une telle expression encore en 2004. Il dit « Le propre de l'homme, c'est de produire de la société, et une société qui a la capacité de modifier ses formes d'existence sociale en transformant les rapports des hommes entre eux et avec la nature. » Ça, bien entendu, mais ça n'est que la répétition de ce que dit Marx et Engels dans l'idéologie allemande, hein. Godelier n'a pas encore complètement oublié cela de son passage chez Louis Althusser, mais Louis Althusser lui-même disait que l'idéologie allemande, ce n'était pas forcément un texte très important. Bon. J'en ai beaucoup parlé dans Pharmacologie du Front National moi-même. Quoi qu'il en soit, les organes artificiels ne jouent aucun rôle dans cette analyse de Godelier de ce qu'est la capacitation des sociétés humaines, leur puissance d'agir en tant qu'elles sont capables d'inventer leur forme sociale elles-mêmes. La technique n'existe pas. Les hommes ont cette capacité de produire la société par eux-mêmes, en transformant leur rapport entre eux et avec la nature, comme disait Godelier, que parce qu'ils, je le cite, peuvent se représenter de façon abstraite, à l'aide de concepts et de symboles, les rapports qu'ils entretiennent entre eux et avec la nature. Donc il revient finalement à Lévi-Strauss. Tout se passe dans le symbolique, dans le langage, etc., etc. Et dans les représentations cérébrales. Ici, la représentation prend un rôle majeur. Et là où ça redevient très intéressant, c'est qu'elle est constituée par, mais il ne le voit pas forcément lui-même, Godelier, je crois, elle est constituée par la possibilité de fantasmer. La sexualité humaine, dit Godelier, je le cite, fonctionnant à la représentation intérieure. Peut-être comme origine de ce que je serais tenté d'appeler aussi bien la rêverie que l'imagination et la pensée, telle celle que Marx attribue à l'architecte et dénie aux abeilles. La sexualité humaine, donc, dit-il, fonctionne, c'est un petit peu plus bas dans la citation, aux stimulations internes d'origine sociale et culturelle, autant sinon plus qu'aux stimulations externes. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que ça fonctionne de l'intérieur. Nous sommes hantés par des représentations qui sont le moteur de ce processus de transformation de nos rapports entre nous et avec la nature. Et ça, c'est très bien, hein. Moi, je trouve ça très bien qu'elle dise cela. Mais pourquoi Godelier ne part-il pas, par exemple, de ce qu'on appelle le dreaming, dont nous parlerons mercredi avec Barbara Glossevski, qui ne sera pas là, mais que nous avons filmé avec Paul-Émile. Le dreaming, qui est ce qu'on appelle le temps du rêve, dont d'ailleurs Godelier parlait lui-même au début du livre, vous vous en souvenez, quand il étudie les Barouillas, qui sont une tribu qui vit entre l'Australie et l'Asie. Il disait qu'il y a un temps du rêve chez les Barouillas, et surtout chez les Australiens. Et pourquoi n'interroge-t-il pas l'extériorisation de l'intérieur qu'est l'art ? Car s'il y a des représentations intérieures, ces représentations intérieures, elles s'extériorisent, sous forme, par exemple, de création d'œuvres artistiques. C'est, par exemple, typiquement ce qui se produit dans le dreaming des Australiens.
toutes ces œuvres magnifiques que vous voyez aujourd'hui dans les galeries de peinture à Paris, par exemple, autour du Centre Pompidou, il y en a plein, ce sont en fait des productions du dreaming, c'est-à-dire pour moi de ce que j'appelle la transindividuation des Australiens. Je demande pourquoi, parce que Godelier, il se trouve qu'il a eu une thésarde qui a travaillé là-dessus, et dont il lui reprend les idées, là, dans ce livre, mais il ne la cite pas. Et il n'assume pas complètement ces idées qui ont été reprises par Barbara Gołębska, qui elles-mêmes ont été reprises par Félix Guattari. Et c'est pour ça que Barbara Gołębska interprète Guattari aujourd'hui à travers ces questions d'anthropologie du dreaming. Nous le verrons. Quoi qu'il en soit, à travers ces processus d'intériorisation et d'extériorisation se forment des boucles. Ces boucles qui constituent la condition de ce que tout à l'heure j'appelais l'éducation, et que lui-même Godelier appelait l'éducation. C'est à travers elles que se forment, se transmettent et se transforment les règles de la vie commune, c'est-à-dire que se produit la société, dans un processus de transindividuation, mais qui est basé sur les rétentions tertiaires, c'est-à-dire sur l'extériorisation. Pourquoi est-ce que Godelier n'intéresse pas tout cela? Bon, vous allez me dire, parce que c'est les questions de Godelier, ce n'est pas les questions de Stigler. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que ces questions s'imposent après le roi Gourand, après la théorie du dreaming et tant d'autres. Il ne le fait pas parce qu'il a une conception étriquée du désir, qu'il prend chez le premier Freud, sans voir que Freud lui-même a évolué sur ce point. Voilà ce que je crois. Il se réfère sans arrêt à Totem et Tabou, bien entendu, comme tous les gens qui travaillent sur la prohibition de l'inceste, mais après Totem et Tabou, il s'est passé beaucoup de choses, c'est Freud. Totem et Tabou, c'est 1911 ou 1912, et ensuite, il s'est passé bien des choses. Alors, qu'est-ce qu'il retient? Il retient que en 1911 ou 12, pour Freud, je cite, « le désir sexuel isole les individus plus qu'il ne les associe ». Donc le désir ne serait pas sociable. Godelier ne voit pas que les facteurs d'unification en quoi consiste la socialisation des pulsions par idéalisation, identification et autres fantasmes sont précisément l'objet de l'éducation, tout aussi bien que de l'événement du désir sous toutes ses formes, et tel qu'il n'est justement pas réductible à la pulsion, qu'il contient, mais en la détournant de ses buts, comme le dit Freud en 1920. Au contraire, pour Godelier, en lui-même, le désir sexuel en tant que pulsion n'a pas de caractère social. Et ça, à mon avis, c'est la catastrophe. C'est la grande catastrophe. L'homme, ajoute-t-il, est cependant la seule espèce co-responsable avec la nature de sa propre évolution. Alors comment est-ce qu'on va penser cette propre évolution si on dit que le désir n'est pas sociable? Eh bien on va essayer de penser cette évolution sans penser correctement le désir. Et ça c'est un gros problème. Ce que ne voit pas Godelier, c'est que cette évolution de l'homme, des rapports de l'homme à la nature et des hommes entre eux et des sociétés entre elles, relève d'une organologie qui déplace radicalement les questions de la reproduction. Or, le sujet du livre de Godelier, c'est la parenté, donc la reproduction, donc la filiation. C'est sur ces bases extrêmement fragiles, selon moi, au début de ce chapitre qui prétend ouvrir un autre scénario, sur des bases vraiment problématiques, que Godelier pose, tout à fait à juste titre évidemment, que les rapports sociaux subordonnent les rapports de parenté, c'est-à-dire les relations sexuelles, c'est-à-dire les relations filiales, etc., etc. Et il dit que cela constitue, et ça j'en suis d'accord avec lui, ce qu'il appelle une double métamorphose, au cours de laquelle, dit-il, le social devient du parental. C'est-à-dire que les processus de parentalisation, la constitution de ce qu'on appelle les parentèles, c'est-à-dire les familles, les liens sociaux, etc., sont en fait une incarnation dans les corps ventriloques des rapports sociaux. Et ça, je suis tout à fait, bien entendu, d'accord avec cela. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, Guattari aura dit ça aussi, en disant contre Freud, mais le familialisme, etc., c'est d'abord du social, c'est pas du familial. Alors ça, oui, on est d'accord. Et c'est de là que Godelier dit, de la question du sexe, il faut passer à la question du genre, aux gender studies, à la question du genre telle qu'elle se pose, par exemple, dans la fameuse théorie du genre qui n'existe pas, nous dit-on, et dont j'ai essayé de montrer, moi, que si elle existe, et que précisément, en France, c'est la théorie de Godelier. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de théorie du genre, c'est pas vrai, je connais des tas de gens qui font des théories du genre.
Pourquoi dire qu'il n'y a pas de théorie du genre face à l'extrême droite qui dit on veut imposer la théorie du genre à l'école française? On ne veut pas imposer la théorie du genre, mais il y a des théories du genre, bien entendu. Godelier en est une. C'est exactement ce qu'il est en train de théoriser là, je suis en train de vous le montrer. Ici apparaît finalement, si je puis dire, en me laissant un peu aller, la question du capitalisme. Ici apparaît finalement, enfin, si je peux un peu me laisser aller, j'avais écrit, enfin, la question du capitalisme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour moi, Godelier décrivait toutes sortes de choses dans la réalité contemporaine qui sont des réalités induites par le capitalisme, par le développement du capitalisme. Mais il n'en parlait pas. Là, il commence à en parler. Il dit même que le capitalisme exerce sur les rapports de parenté une hégémonie croissante, dans les régimes démocratiques en particulier. Et il dit, ça nécessiterait des études. Et il ajoute, et d'ailleurs, l'anthropologie ne saurait suffire à mener ces études. Mais il s'arrête là. Il n'en dit pas plus. Et je crois qu'il n'en dit pas plus parce que s'il devait un peu creuser le sujet de ce que produit ce capitalisme de la parentalité, des effets que ça produit sur les modèles théoriques, y compris sur sa théorie du genre, eh bien, l'anthropologie telle que la conçoit Godelier pourrait s'en trouver désintégrée. Quoi qu'il en soit, Godelier enchaîne en soulignant comme ça, en donnant quelques indications sur les problèmes que poserait le capitalisme, par exemple à une anthropologie de la parenté. Il souligne les effets de l'individualisme sur l'évolution des formes de parenté, dont résulte ce qu'il appelle une individualisation croissante du choix des individus. Ça, moi, je suis très sceptique sur cette idée d'une individualisation croissante du choix des individus. Je ne suis pas sûr d'abord que les individus choisissent vraiment, et alors qu'il y a une individualisation, ça j'en doute totalement. J'avais essayé de le montrer dans Aimer, s'aimer, nous aimer, il y a beaucoup plus une grégarisation par le marketing. Le mot marketing n'existe pas dans ce livre. Ce livre qui ne parle que du XXIe siècle, pas une seule fois ne pose le problème du rôle anthropologique du marketing et de cette science anthropologique qu'est le marketing, car c'est une science anthropologique, le marketing. C'est une science et une technologie anthropologique. Godelier n'en parle jamais. Cette remarque, individualisation croissante des choix des individus, est pour moi ce qui témoigne d'un capitalocentrisme incroyablement naïf, d'une domination de l'idéologie du capitalisme sur cette science anthropologique qui prétend analyser ce qui se produit dans le capitalisme. Il dit les sentiments dans ce monde capitaliste et démocratique ont plus de poids que la pression sociale. Sous-entendu qu'à la différence des sociétés traditionnelles, comme chez les Barouillas, ou chez les musulmans, où on vous impose le mariage, etc., nous sommes libres, nous, dans le capitalisme et la démocratie, de nos choix. Je crois que c'est vraiment pas du tout aussi simple que cela. Je ne veux pas dire qu'il faut revenir au modèle des Barouillas ou aux prescriptions de l'islam, quoique ça, c'est une autre affaire, mais quoi qu'il en soit, ce que je crois, c'est que ces questions ne peuvent pas être posées comme cela, et en tout cas en ignorant, par exemple, les travaux de ce qu'un, non pas un anthropologue, mais un sociologue, Luc Boltanski a fait avec F. Chapelot en montrant que la libération des liens familiaux était liée à une flexibilisation du travail, à la nécessité du fait de faciliter le divorce et de permettre que les familles se séparent pour que finalement le travail libre puisse être capté, canalisé par le capital. C'est quelque chose qui a été publié dans les années 90. Godelier ne peut pas l'ignorer, mais il n'en dit pas un mot. Et il parle en revanche des familles recomposées qui sont le résultat de ce que je viens de dire. Je suis moi-même quelqu'un qui a pratiqué les familles recomposées, donc je ne suis pas en train de dire que tout ça doit être rejeté, mais ce que je dis, c'est que l'analyse ici n'est pas sérieuse. L'anthropologie des familles recomposées, ça supposerait de mobiliser bien d'autres questions. À l'occasion d'ailleurs de... Je ne vais pas m'y appesantir parce que je suis trop long, il va falloir que je m'arrête. À l'occasion de cette réflexion sur les familles recomposées, Godelier pose des questions absolument incroyables avec une légèreté stupéfiante. Il se demande par exemple ce que c'est qu'un vrai parent. En se disant, bah oui, par exemple, cette femme qui a fait de son amant le père adoptif de ses enfants, est-ce que c'est un vrai père, etc. Il se pose des questions comme ça, mais avec une vitesse incroyable, alors qu'il y a quand même une littérature considérable sur ces questions.
Bref, c'est ce qui le conduit à la question de la gestation pour autrui. Et c'est là où je voulais en venir, et c'est comme ça que nous allons conclure. Et de ce qu'il appelle les nouvelles formes de parenté, qui, dit-il, je le cite, ne sont ni un bonheur ni un cauchemar, elles sont tout simplement filles de nos sociétés. Les nouvelles formes de parenté, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, sont tout simplement filles de nos sociétés. Ni un bonheur, ni un cauchemar. Alors, ni un bonheur, ni un cauchemar, on dirait, c'est un pharmacone. Oui, si c'est ni un bonheur, ni un cauchemar, ça veut dire que c'est un peu du bonheur et un peu du cauchemar. C'est du pharmacone. Moi, c'est ce que je crois, c'est du pharmacone. La gestation pour autrui, c'est de la pharmacologie. C'est de la technique, donc, de la pharmacologie. Et il ajoute, elles sont tout simplement filles de nos sociétés. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un bonheur? Il y a des textes extraordinaires de Durkheim sur ce que c'est que le bonheur. Outre que, très souvent, on apparente le bonheur au rêve, le bonheur, c'est ce dont on rêve en réalité. Et qu'est-ce qu'un cauchemar, sinon un mauvais agencement entre systèmes techniques, individus psychiques et individus collectifs, par exemple? Ça, c'est ce que dit Durkheim lorsqu'il parle de l'anomie engendrée par les divisions industrielles du travail, qui détruit les sociétés, etc., et qui peut engendrer des cauchemars. Par exemple, le cauchemar que Marx décrit dans le prolétariat anglais. Pas une seule ligne sur ces questions chez Godelier. Ni un bonheur ni un cauchemar, elles sont tout simplement filles de nos sociétés. Qu'est-ce que veut dire fille? C'est incroyable qu'il ne remarque pas qu'il parle là de la filiation. Il emploie une métaphore de la filiation pour dire que ces technologies de parentalité, de procréation, sont les filles de nos sociétés. C'est assez étonnant. Il y a 1000 autres questions que Godelier ne pose pas, qui sont encore beaucoup plus importantes. Par exemple, toutes celles qui appartiennent à ce que Winnicott appelle la maternité et l'objet transitionnel. J'ai envie d'emmerder les anti-chrétiens en mettant cette... voilà. Et les anti-religieux. J'ai envie de les emmerder parce qu'ils m'énervent, avec leur espèce de croyance et de foi absolue dans la laïcité. Je suis un laïc absolu, hein. Je n'ai fait aucune prière, etc. Mais bon, je suis quand même baptisé. Mais ça serait intéressant de poser ces questions de la maternité et de Winnicott, du point de vue de l'anthropologie, du point de vue de l'histoire du christianisme et de tant d'autres histoires religieuses, comme Durkheim savait le faire, ce problème, savait interroger ce genre de choses. Et peut-être aussi du point de vue des gender studies, par exemple de Luisa Muraro, qui est une féministe italienne, dont une amie de Sarah et Paolo m'ont recommandé la lecture. J'ai acheté le livre et c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Comment une féministe parle de la question de l'amour maternel dans des termes tout à fait magnifiques. Quoi qu'il en soit, je trouve que Godelier est assez léger sur toutes ces questions. Il passe là-dessus en 2 pages avec une superficialité absolument incroyable de la part d'un grand professeur d'anthropologie qui a passé 80 ans. Et je trouve cette légèreté extrêmement grave. Quand on lit la suite de ce que je vous montre maintenant, en ayant appris ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que, par exemple, il existe un trafic de ce qu'on appelle les surrogate mothers, les mères de substitution, par exemple entre la Thaïlande et l'Australie, entre la Californie et le reste du monde, puisqu'en Californie, la gestation pour autrui est autorisée. Il y a des agences internationales qui vont chercher des ressources humaines, des ressources féminines en l'occurrence, pour pratiquer la procréation médicalement assistée. Introduisant, je vais vers ma conclusion, introduisant la question de la mère porteuse à partir des nouvelles formes de la parentalité, par exemple comme procréation médicalement assistée donc, Godelier commence par dire que bien sûr, une mère qui porte un enfant de son mari, mais pas d'elle-même, ça existe, c'est ça qu'on appelle le cas courant de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire qu'une femme porte dans son ventre un fœtus qui n'a pas été produit avec son ovulation à elle, mais l'ovulation d'une autre femme. Cette femme, dit-il, sait que son enfant n'est pas génétiquement son enfant.
Mais elle va devenir la mère quand même de l'enfant. Parce que la maternité, et plus généralement la parentalité, est avant tout un processus social d'adoption. Je suis absolument d'accord avec ça. J'ai moi-même écrit ça dans Le temps du cinéma, quand j'ai essayé de montrer que le cinéma est une technologie de l'adoption et du rêve. J'ai essayé de montrer que d'abord que la filiation est toujours un processus d'adoption. Et donc, il n'y avait rien de scandaleux dans ce que Adorno et Horkheimer voyaient comme une monstruosité engendrée par Hollywood et qu'il fallait prendre le problème du cinéma autrement. Du cinéma, c'est-à-dire de la fiction. Ce que dit là Godelier, c'est une mère qui va porter cet enfant, va en faire son enfant. C'est une fiction génétique, mais c'est une maternité tout à fait réelle. C'est ça la maternité, comme la paternité d'ailleurs. Et il y a d'innombrables enfants qui ne sont pas de leur père, qui ne le savent pas, et ça marche très bien, et ce n'est pas le problème. Donc ici, absolument d'accord avec Godelier. Par contre, ça devient beaucoup plus difficile et finalement tout à fait impossible de suivre Godelier lorsqu'il se met à parler de la gestation pour autrui à proprement parler. D'abord, lorsqu'il explique, en 2004, sans la moindre critique, les règles des agences de surrogate mothers, qu'il apparente d'ailleurs ces agences à une organisation de l'adoption. Voilà, une forme sociale d'organisation de l'adoption, et dont il pose que dans cette nouvelle forme de maternité, de ces mères de substitution professionnelles, comme il dit, parce qu'il dit que ce sont des professionnels, il dit ceci: cette nouvelle forme de maternité, dans certains États américains, a donné lieu à la création de véritables agences offrant les services de femmes candidates, les surrogate mothers, les mères de substitution, gérant professionnellement les rapports entre la demande et l'offre. Entre la demande et l'offre. Ah, il n'y a pas d'échange à part ça. Hein. Je vous signale qu'il dit il n'y a pas d'échange. Parce que vous allez voir ce qu'il va dire maintenant. Et il dit, on ne les paye pas beaucoup, ces femmes-là, on ne leur donne pas beaucoup d'argent, parce que sinon elles se prostitueraient. C'est-à-dire que ça serait une incitation à la prostitution. Donc on ne les paye pas beaucoup. Ces agences ne leur donnent pas beaucoup d'argent. Ça serait quand même intéressant qu'il fasse le calcul du différentiel entre ce que ces agences perçoivent et ce que ces femmes perçoivent. Mais il ne se pose même pas la question. C'est extraordinaire, ça. Un ancien élève de Louis Althusser. C'est incroyable. Par contre, il se demande, mais quelles sont les motivations qui poussent ces femmes à faire cela? Il dit, d'abord, il s'appuie sur une enquête qui a été faite aux États-Unis. D'abord, elles veulent rendre service à autrui. Elles veulent rendre service. Deuxièmement, elles ont peut-être besoin de gagner un peu leur vie. Et enfin, elles adorent être enceintes. Incroyable bêtise de l'universitaire, gavé d'idéologie, lui qui croyait tellement combattre l'idéologie en 1970 en suivant le séminaire de Louis Althusser. J'ai essayé de vous montrer pourquoi Althusser n'a pas réussi à penser l'idéologie, et d'ailleurs c'est un sujet de fâcherie qu'on a eu avec Terence Blake, qui a à peu près rien compris, je crois, à ce que je disais. Quoi qu'il en soit, maintenant on comprend pourquoi Godelier voulait dire qu'il y a du don sans retour, et qu'il faut que la question, c'est pas de penser l'échange. Lui, effectivement, il ne pense pas l'échange. Il en parle et le décrit, organisation de l'offre et de la demande, mais il ne le pense pas. Il n'en fait pas un sujet d'analyse et de critique. Par contre, il dit que ces femmes veulent donner son retour, et que finalement, elles deviennent la mère de l'enfant. Elles ne deviennent pas la mère de l'enfant, qu'elle a probablement éprouvé pour lui, bien qu'elle éprouve pour lui toutes les émotions et les sensations qu'une mère éprouve traditionnellement lorsqu'elle est enceinte, puis lorsqu'elle accouche. Le prêt de son corps et le don de ses attentions et précautions pour l'enfant qui est en elle peuvent être comparés à un don de sang et d'organes. Ah, mais là, ça serait très intéressant aussi de se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un don d'organes? Un don de sang. Et est-ce qu'on peut comparer le don du sang, le don d'un organe et le don de son ventre, qui n'est d'ailleurs pas un don, mais une location? Quand vous allez louer une voiture chez Rent-A-Car, on ne vous donne pas la voiture. Là, la dame ne vous donne pas son ventre, elle vous le loue. Et ce n'est pas elle qui vous le loue, c'est l'agence. C'est l'agence Rent a Woman. On va louer une femme. Bon, vous voyez à quel point je pense qu'il est urgent
de constituer une nouvelle critique de l'anthropologie, parce que ce que je viens de vous décrire là a eu des effets absolument calamiteux en France. Tout ce que dit Godelier a largement inspiré le discours qui a été à l'origine de ces décisions menées par le gouvernement français avec une légèreté absolument incroyable et qui ont servi de cache-misère, puisque vous le savez bien, maintenant tout le monde l'a compris, la social-démocratie, quand elle ne peut pas traiter les vrais problèmes économiques et sociaux, crée un problème de société et prétend le résoudre. Donc ça, c'est la démission absolue de la gauche marxiste, qui n'est plus du tout marxiste, qui ne comprend plus rien au capitalisme, qui subit les effets du capitalisme et qui n'est plus capable de penser. C'est ça qu'il faut combattre, et pour combattre cela, j'essaierai de vous dire mercredi prochain pourquoi il faut réapprendre à rêver et à penser le rêve, et notamment le dreaming des Australiens comme un processus de transindividuation. Voilà, on va s'arrêter là.